après cette approche des partenaires qui travaillent avec Jeanne Mave ou pas sur les territoires. Ce qui semblait intéressant, c'est de rentrer maintenant dans le cœur de la réflexion de Jeanne Mave. Donc, ça va être une intervention en duo. Le docteur professeur Somme, qui est un peu un des régionaux quand même de l'État, puisqu'il est au CHU de Rennes. On va faire une approche globale sur le vieillissement, mais je crois que si j'ai bien compris, tu as un peu des racines quand même, Jeanne Mave dans l'esprit et dans le cœur. Et après, nous aurons une des administratrices de Jeanne Mave qui nous permettra de pouvoir mieux comprendre et poser les réflexions. Et donc Marie-Thérèse Leblanc-Briot est médecin gériatre en poste actuellement et bénévole Jeanne Mave, administratrice Jeanne Mave. Donc Dominique, 20 minutes, une demi-heure. Non. Et puis, tu t'entends bien. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, parfait. Bonjour. Merci de m'accueillir, merci de m'avoir invité. Alors, les racines dont Jean-Michel vient de parler, c'est mon père qui était bénévole à Jeanne Mave pendant une quinzaine d'années, en Essonne. Voilà, donc c'est ça, mais c'est ça mon rapport avec Jeanne Mave avant aujourd'hui, puisque par contre, moi je ne suis pas, je n'ai pas été bénévole et je ne suis pas membre de Jeanne Mave. Alors, normalement, j'ai un diaporama, c'est bon, il est envoyé. Il vous manque des polices. Il manque la police. On va commencer quand même. Alors, mon titre, que vous ne voyez pas, mais qui est tout à fait lisible néanmoins, c'est « Vieillir, est-ce si horrible ?» moi je m'appelle Dominique Somme, donc je suis effectivement professeur de gériatrie à l'université de Rennes. Je suis chef de service de gériatrie qui comporte à peu près tous les services qu'on peut retrouver dans un service de gériatrie, d'une unité de soins de longue durée, un EHPAD et j'en passe. Je fais partie d'un laboratoire de recherche qui est un laboratoire de recherche qui est plutôt en sciences politiques, le laboratoire s'appelle AREN, ça ne veut rien dire d'autre que AREN. Voilà. Et je fais partie du comité de rédaction d'une revue que j'ai dirigée pendant quelques années, qui s'appelle Gérontologie et Société, que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà, et que ceux qui ne la connaissent pas, je vous encourage beaucoup à faire connaissance avec cette revue, qui a la particularité d'être interdisciplinaire, et donc on exige que tous les gens qui écrivent dans cette revue soient lisibles par tout le monde, c'est-à-dire les gens des autres disciplines, comme des personnes non spécialistes. Alors, j'ai pas de conflit d'intérêt financier avec l'industrie du médicament, j'ai pas du tout, d'ailleurs, prévu de vous parler de médicaments aujourd'hui. Alors, vieillir, est-ce si horrible? Alors, la réponse à cette question, si j'arrive à faire fonctionner le truc qu'on m'a mis pour faire passer les diapos, mais qui n'a pas l'air de fonctionner. Je fais quoi? Ah d'accord, je vous fais un signe alors quand je voulais. Alors donc on peut changer de diapo. La réponse que je vais tenter de dessiner avec vous aujourd'hui, c'est la réponse non. Apparemment, la diapositive n'arrive pas, mais vous pouvez l'imaginer. Et donc... Ah, non, c'est pas celle-là. Ça peut paraître étrange parce que, effectivement, je m'occupe de personnes âgées, malades. Pour certaines d'entre elles, très malades.
vous pourriez vous dire que c'est étrange que quelqu'un qui est en contact avec cette petite partie des personnes âgées qui est celle qui sont le plus malades, vient vous défendre l'idée qu'éventuellement vieillir pourrait ne pas être horrible. Et c'est pourtant la thèse que je vais tenter avec vous de défendre. Alors, pour articuler mon propos, je vais... c'est un petit peu déstabilisant de ne pas avoir les diapositives, mais on va... ça va marcher. Alors, voilà. On peut commencer par avoir quelques données sur la biologie. La suivante. Ah, je peux appuyer sur la zapette maintenant. Ah bah oui, alors voilà. Tout arrive. Alors, il faut vous expliquer parce que c'est très important pour comprendre que deux spécialistes du vieillissement peuvent avoir des discours très contrastés. Et il faut que vous compreniez qu'il y a deux écoles, deux visions assez antagonistes du vieillissement, y compris au niveau biologique. Ces deux écoles sont à peu près les suivantes. Il y a la médecine qui considère le vieillissement comme étant la cible à atteindre, c'est-à-dire une médecine anti-vieillissement, anti-aging medicine en anglais, et puis une médecine qui s'intéresse aux personnes qui vieillissent sans pour autant chercher à annuler le vieillissement. La médecine for the aged en anglais. Alors, pour être tout à fait clair avec vous, je m'inscris très clairement dans une de ces deux écoles. Mais les deux écoles existantes, vous pourrez entendre dans le discours de spécialistes qui ne sont pas moins spécialistes que moi, autre chose. Il faut juste comprendre qu'il y a ces deux écoles qui coexistent à l'heure actuelle. Alors, pour l'illustrer, je prends l'exemple qui est assez caractéristique de la ménopause. Est-ce que la ménopause est une maladie ou est-ce que c'est même un état pathologique? Est-ce qu'il y a quelque chose à combattre avec la ménopause? Dans une vision anti-aging médecine, oui, forcément. Ça conduit à recommander le traitement hormonal substitutif comme étant une espèce de combat contre le vieillissement. Et quand moi j'ai fait mes études de médecine, c'était le dogme. C'est-à-dire que ça n'était même pas possible, je dirais, de dire que peut-être le niveau de preuve n'était pas si élevé que ça. Vous voyez, ça aurait été vraiment très très mal pris de la part. Voilà, tout le monde était d'accord. Il n'y avait pas l'once d'un doute à ce moment-là sur le traitement hormonal substitutif dans la communauté médicale. Et alors, dans une vision for the aged, comment je peux transformer ça? Est-ce que la ménopause peut être un avantage? Parce que vous savez, la biologie, elle est basée beaucoup sur les lois darwiniennes. Et une des lois darwiniennes, c'est qu'on a sélectionné un certain nombre de choses parce qu'ils procuraient des avantages. Alors, vous allez vous dire, c'est quand même bizarre de considérer la ménopause comme étant éventuellement un avantage. Et pourtant, c'est des scientifiques, pas des petits scientifiques, ils publient dans un journal qui n'est pas un petit journal, Science, en 2012, qui mettent en évidence que eh bien, il y a un autre animal, parmi les primates, il n'y en a pas d'autres, il n'y a que les hommes qui ont ce phénomène post-reproductif, mais il y a un autre animal qui est l'orque femelle. Et donc on a quelque chose en commun avec les orques femelles, on apprend des choses toujours très intéressantes en écoutant le Dr Somm, et donc l'idée là, c'est de se dire qu'en réalité, si vous regardez les choses au niveau des individus, on ne sait pas si c'est un avantage ou pas, mais si on le regarde au niveau de la colonie, ça produit des avantages. C'est-à-dire que les colonies qui ont des individus post-reproductifs se tirent mieux
des aléas de la vie, par exemple, une année sans saumon pour les orques femelles, et ben c'est pas terrible, et bien les colonies qui ont des individus post-reproductifs s'en sortent mieux. D'accord ? Les explications de tout ça, vous pourrez vous les expliquer avec vos propres convictions, mais les faits sont là, et les faits, c'est que au niveau de la société, au niveau collectif, il peut bien y avoir un avantage à avoir des individus post-reproductifs. Voilà. Et ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que ça modifie complètement l'image qu'on peut avoir. Alors, vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent il faut bien vieillir parce qu'il faut bien mourir. En réalité, c'est pas la meilleure façon de faire. D'ailleurs, on l'a vu avec les gens de La Fontaine qui disaient qu'à 100 ans, bon, voilà. En fait, on n'a pas tellement besoin de vieillir pour mourir. Dans la nature généralement se débrouille assez bien pour éliminer les individus. Elle n'a pas besoin tellement du vieillissement. Et si on regarde ce qui se passe dans la vraie nature, en fait, les gens meurent spontanément de la prédation, des accidents, de plein d'autres choses. Et le vieillissement n'explique qu'une partie, mais totalement négligeable, de la mortalité. Mais néanmoins, il y a beaucoup de choses qui intéressent les gens sur la longévité. Alors la longévité, je vais pas détailler ça, mais il y a les gènes, la nutrition, le style de vie, l'environnement, le statut socio-économique, l'attitude vis-à-vis de la santé, fumer, pas fumer, etc. Et puis, j'ai rajouté un truc que vous pouvez trouver un peu bizarre de la part d'un scientifique. J'ai écrit la chance. Je vais juste vous montrer pourquoi j'écris ça, parce que j'ai trouvé cette expérience très drôle. Ce petit verre là qu'on a sur le côté de ma diapositive, ça s'appelle un Cenorabilis elegans, c'est un petit verre en sel fabriqué à la chaîne. C'est magnifique, on sait faire des trucs bizarres hein, quand même dans la vie. Hein. On sait faire un petit verre. Il est toujours exactement identique à l'autre, d'accord, puisqu'on connaît son génome par cœur. Donc c'est exactement le même au gène près. D'accord ? Coup de bol, il n'y a pas de mâle ni de femelle chez ces petits vers qui sont hermaphrodites, donc il n'y a pas de différence non plus. On les nourrit pareil. Ils sont éclairés dans les mêmes conditions. Ils ont l'espace qu'il faut. On ne connaît pas les conditions socio-économiques des petits vers, mais a priori, on n'a pas l'impression qu'il y en ait beaucoup. Et pourtant, ils ne meurent pas tous en même temps. Vous voyez, regardez. Ça, c'était ceux qu'on n'a pas transformés. C'est les noirs, là. On ne les a pas transformés, ceux-là. Et il y en a quelques-uns qui meurent ici. Puis, bien sûr, la plupart meurent ici. Quelques-uns meurent par là. Puis après, on les traficote, les petits vers. On est capable de volter leur génome. Et puis, ça rallonge leur vie. Vous voyez, effectivement, ceux qui sont en blanc, là, ils ont plutôt une mortalité par là. Donc, on a bien réussi à rallonger la vie des petits vers. D'accord ? Ce que dit pas l'article et ce qu'il n'explique pas, et c'est que moi j'intitule de la chance, c'est pourquoi il y en a toujours qui meurent ici. Vous voyez, ils sont exactement pareils, et pourtant ils ne sont pas pareils sur la mortalité. Alors vous allez me dire, bien sûr, il y a des trucs qu'on n'a pas encore expliqués, etc. Mais c'est ce que j'appelle la chance. Voilà, et je trouve que c'est intéressant de se dire que la biologie n'a pas encore complètement compris pourquoi on vieillissait. Alors oui, là j'avais mis des animations, peu importe. Alors, ce qui fait qu'il y a un petit doute, ça fait naître des espoirs. Des espoirs qui peuvent aller jusqu'au transhumanisme et ce que j'appelle moi le délire pseudo-scientifique mal contrôlé. Je crois que ça a été déjà évoqué hier soir, j'étais pas là, mais apparemment c'est ce qu'on m'a rapporté. En pratique, la peur de vieillir, ça fait très longtemps que ça existe, et déjà Buffon mettait en garde ses lecteurs en disant la panacée, quelle qu'en fût la composition, et les autres moyens qui ont été proposés pour rajeunir ou immortaliser les corps sont au moins aussi chimériques que la fontaine de Jouvence est fabuleuse. Et vous voyez que c'est pas tout à fait nouveau comme angoisse et comme marché aussi. Puisque si Buffon met en garde ses lecteurs, c'est bien parce qu'il y a déjà un marché. Alors, aujourd'hui, c'est plus exactement la fontaine de Jouvence ou l'élixir, c'est l'intelligence artificielle qu'on nous dit. On nous dit l'intelligence artificielle va résoudre le problème, parce que, en fait, ce qui est sous-jacent à la réflexion, c'est de se dire
que le corps humain, c'est comme une espèce de super machine, super compliquée. Et que l'intelligence humaine est juste pas vraiment super bonne. D'accord? Et donc qu'on est limité, du fait de notre pauvre petite intelligence, à pouvoir réparer cette superbe machine. Il faudrait donc juste équiper suffisamment le mécanicien d'une super carte, et on pourrait alors avoir un recours à l'intelligence humaine. Ce point-là, le point où l'intelligence artificielle va dépasser l'intelligence humaine, a un nom, ça s'appelle le point de singularité. Et pour vous dire, c'est très 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 sérieux, il y a des universités, il y a une université en tout cas que je connais, aux États-Unis qui s'appelle Singularity Point University. Donc il y a toute une université qui travaille uniquement sur ce moment où l'intelligence artificielle va dépasser l'intelligence humaine. Et donc à ce moment-là, les choses vont s'accélérer très très vite. Donc la prédiction, c'est qu'on est là en train d'attendre un petit peu les trucs en faisant ce qu'on peut. Bon, ça arrive vite, 2025. Là, en 2025-2035, il va y avoir la révolution biotechnologique, et dès 2030, dès 2035, c'est le début de l'ère intelligence artificielle, des nanotechnologies qui vont nous permettre de reconstruire nos corps et nos cerveaux au niveau moléculaire. Voilà, la prédiction. Le premier homme qui vivra 1000 ans a déjà 50 ans. Voilà, ça c'est les... vous avez déjà entendu ça, non? Enfin, en tout cas, ça circule, c'est des discours qu'on entend. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a en face de ça? Les faits. La seule personne ayant dépassé 120 ans dont on a pu valider la date de naissance, c'est Jeanne Calment. Elle est morte à 122 ans passés, en 1997, il y a presque 20 ans. Le premier homme décédé après 110 ans, de façon validée, est mort en 1932, et depuis, si on accepte le cas extraordinaire de Jeanne Calment, les super centenaires meurent à peu près tous à 115 ans. D'ailleurs, et c'est une étude à nouveau très sérieuse d'un journal qui n'est pas un petit journal, qui est du journal Nature, on voit que, ça c'est l'espérance de vie, ok, l'espérance de vie augmente, mais que l'espérance de vie différentielle selon les âges n'évolue pas de la même façon. À 100 ans, on a même plutôt tendance à avoir une diminution ou un plateau selon qu'on regarde le nombre d'années qui restent à vivre ou l'évolution de ce nombre d'années qui restent à vivre. Donc, il semble bien, en tout cas les données actuelles de la science, nous indiquent qu'il y aurait comme une espèce de ciel à l'espérance de vie humaine autour de 120 ans. D'accord ? Est-ce une mauvaise ou une bonne nouvelle? Je vous laisse avec cela. Je vous donne juste, je dirais, les arguments scientifiques pour le penser. Ils sont ceux-là. Voyons voir qu'est-ce qu'ils ont dit par le passé, ces gens qui nous disent qu'on va vivre 1000 ans. Dans le passé, Ronald Klatz, qui dirige l'American Academy of Anti-Aging Medicine, il dit: dans les 30 ans qui viennent, je m'attends à voir des durées de 120, 130 ans chez les patients qui sont complètement intacts. Donc on est 25 ans plus tard, les 120 ou 130 ans vers 2024 ont aujourd'hui entre 115 et 125 ans. Il y a 4 personnes dans le monde qui ont 115 ans et plus. Donc bien sûr, il y a quelques chances que une de ces 4 ou plusieurs de ces 4 personnes atteignent 120 ans d'ici 2024. Aucune n'a 125 ans, donc il n'y a vraiment aucune chance qu'il y ait des 130-naires en 2024. D'accord? Et autant dire qu'aucune de ces personnes n'est complètement intacte, et il semble douteux qu'elles puissent le redevenir d'ici 2024. Voilà. Ceci, ça avait été écrit dans le Chicago Tribune, ceci, ça a été écrit dans le Figaro Magazine. Roy Welford, qui était un chercheur sur la longévité, paix à son âme, il disait: en l'an 2000, nous vivrons jusqu'à 130 ans. Voilà. Ce n'est pas tout à fait vérifié. Donc, à retenir, les prédictions fantaisistes de brillants scientifiques, parce qu'il s'agit de brillants scientifiques, et quand ils viennent dans les émissions de télé, ils viennent avec leur bagage de brillants scientifiques, et donc ils ont cette légitimité, ils ont cet avis de légitimité qui est réel, ce sont des brillants scientifiques. Mais quand ils font des prédictions,
Eh bien, c'est des prédictions fantaisistes. La science prédictive la plus exacte, c'est la météorologie. Et c'est vrai, hein. La science prédictive la plus exacte, c'est la météorologie. Donc vous voyez qu'il reste quelques incertitudes. Les prédictions en question, les délires sur le vieillissement en général sont anciens, et les théories fondatrices du savoir, y compris donc les théories darwiniennes, ne sont pas compatibles en fait avec les prédictions. En fait, la science n'a aucun argument réel en faveur de ces prédictions, et l'être humain semble avoir une longévité maximale autour de 120 ans. Est-ce une mauvaise nouvelle? Je vous laisse avec la nouvelle, en tout cas, réfléchir dessus. Mais on va regarder maintenant qu'est-ce qui se passe au niveau de notre société. Qu'est-ce qui se passe? Comment on accueille ce phénomène-là? Comment on accueille ce phénomène des personnes âgées? Et il y a besoin pour ça que je passe par les stéréotypes. Vous avez tous dans votre petite tête, vous avez tous une petite musique qui vous dit « vieillir est horrible ». Et il faut prendre conscience qu'il y a cette petite musique, parce que sinon, vous n'arriverez pas à la combattre. Donc, l'idée de ma présentation à partir de là, c'est d'essayer de vous faire prendre conscience de cette petite musique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un stéréotype? Un stéréotype, c'est l'association en partie consciente et en partie inconsciente des caractéristiques d'une personne avec un concept. Par exemple, les femmes sont moins bonnes que les hommes en mathématiques. C'est un stéréotype plutôt faux, mais qui a la vie dure, qui est assez bien accepté, où les noirs sont plus forts en basket. Et généralement, c'est pas très discuté, vous voyez. On ne fait pas des discussions enflammées autour du dîner parce que les femmes sont plus ou moins bonnes en mathématiques. Vous voyez, c'est pas, ça ne fait pas l'objet de discussions très intenses, habituellement. C'est assez socialement ancré. Alors, on va faire venir là des jeunes hommes blancs nord-américains dans un laboratoire de psychologie sociale. Ils savent qu'ils se prêtent à une expérience de psychologie sociale, ils ne savent pas sur quoi porte l'expérience de psychologie sociale. On leur donne des espèces de grosses jumelles, et on leur dit le premier test, c'est un test d'attention, vous allez nous dire si il y a un point lumineux qui va apparaître, vous allez nous dire si le point lumineux est au-dessus ou en dessous de la ligne d'horizon. Donc voilà. Et puis, dans le point lumineux, on fait passer le visage d'un homme, qui est soit le visage d'un homme blanc, soit le visage d'un homme noir. D'accord? Puis, on fait passer ce film. Et habituellement, à l'image 1, on ne sait pas trop ce que c'est. À l'image 41, tout le monde a vu que c'était un flingue, bien sûr. Eh bien, ceux qui ont été exposés au visage de l'homme noir reconnaissent le flingue 10 images plus tôt, en moyenne, que ceux qui ont été exposés au visage de l'homme blanc. Ce qui a été activé, c'est le stéréotype « l'homme noir est dangereux », ce qui est un stéréotype fréquent parmi les jeunes hommes blancs nord-américains. Immédiatement, je suis plus efficace à repérer le danger. D'ailleurs, ça ne marche pas si mon film, c'est une casserole qui est révélée. Dans ces cas-là, dans les deux cas, il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes. Donc, ça a un effet immédiat, ultra rapide, parce que c'est dans un endroit du cerveau qui est tout le temps en éveil, ce qu'on appelle le circuit par défaut. D'accord ? Et c'est en permanence sous-jacent à nos comportements. Alors, vous pourrez tester chez vous vos propres stéréotypes liés à l'âge. Magnifique. Vous allez sur Internet et vous tapez test d'association implicite. C'est fait par Harvard, il y a une version française. Et alors, vous allez avoir ce test-là, à peu près, vous avez votre écran qui devient noir, et si le visage qui apparaît au milieu est un visage d'une personne, d'un vieux, vous allez taper à gauche de votre clavier, et si c'est un jeune, vous allez taper à droite de votre clavier. Et c'est quand même pas extrêmement dur comme test, d'accord? Alors, on y va, tac, bon, tac, bon, tac, bon, tac, bon. C'est assez facile. Après, on va refaire le même test, mais cette fois, ce qui va être au milieu, c'est un mot, qui peut être soit un mot bon, soit un mot mauvais. Si c'est bon, vous tapez à gauche de votre clavier. Si c'est mauvais, vous tapez à droite de votre clavier. C'est pas trop difficile non plus. Vous voyez, ça c'est plutôt bon, ça c'est habituellement plutôt mauvais, ça c'est plutôt bon. Voilà. Et puis, ça se complique. Vous ne savez pas à l'avance ce que vous allez voir au milieu. Si c'est un visage,
ou si c'est un mot. Si c'est un visage, il faudra classer vieux ou jeune, et si c'est un mot, il faudra classer bon ou mauvais. D'accord? Et donc forcément, c'est déjà un tout petit peu plus difficile. Voyez? Les résultats, c'est que on est plus rapide, on fait moins d'erreurs si les mots mauvais et vieux sont du même côté. Voilà. Bien sûr, on tient compte de la droite, droitier, gaucher, etc. On inverse l'ordre dans lequel ça apparaît. Ça a été fait sur plus de 30 millions de personnes. D'accord? Plus de 90% des gens ont exactement la même déviation. D'accord? Donc c'est extrêmement robuste. Je l'ai aussi. J'ai fait le test. J'ai aussi des stéréotypes négatifs liés à l'âge. La petite musique, elle est dans ma tête aussi. C'est indépendant de l'âge. Même les personnes âgées ont des stéréotypes négatifs liés à l'âge. Les patients jeunes, pareil. C'est indépendant. Ils ont à peu près la même force, quel que soit l'âge. D'accord? Et par contre, c'est totalement indépendant de ce qu'on dit explicitement. C'est-à-dire que dire qu'on aime bien les vieux, ça n'a aucune influence sur la façon dont ça se produit en réalité. Ça a un impact par contre sur notre santé propre. C'est-à-dire que ceux qui ont des stéréotypes négatifs liés à l'âge ont tendance à avoir une moins bonne évolution, par exemple cognitive, c'est ce que montre ce schéma, plus d'évolution défavorable au niveau cognitif quand il y a plus de stéréotypes négatifs liés à l'âge. Je n'ai pas le temps de montrer toutes les études en question, mais ça marche pour les facteurs de risque cardiovasculaire, ça marche pour la maladie d'Alzheimer, ça marche pour plein d'autres situations. Et par contre, qu'est-ce que ça a comme effet sur les professionnels de santé? Déjà sur la société en général, ça c'est issu d'un travail qui a été fait par mon ami Stéphane Adam auprès des lecteurs du Soir, le journal belge Le Soir. Donc on pouvait se loguer sur le journal du Soir et passer le test. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont participé, plus de 2000 personnes qui ont participé au test. Il fallait mettre les 5 mots qui vous venaient en tête quand on vous disait personne jeune et personne âgée. Je vous montre que la partie personne âgée, ça apparaissait dans un ordre aléatoire, etc. Enfin, toutes les précautions méthodologiques avaient été prises. Je vous montre juste ça. Après, on a demandé à un certain nombre de gens si les mots étaient plutôt neutres, ils sont en bleu, plutôt négatifs, ils sont plutôt en vert, plutôt positifs, ils sont plutôt en vert, ou plutôt négatifs, ils sont plutôt en rose. Et on voit que les mots négatifs ont un peu tendance à l'emporter. Mais si on regarde ce qui se passe chez les infirmières de CHU, c'est quand même beaucoup plus inquiétant, vous voyez. Les stéréotypes négatifs deviennent extrêmement envahissants. Pourquoi? Pas parce qu'elles sont méchantes ou quoi que ce soit, non. Parce qu'elles sont confrontées à la réalisation d'un stéréotype. Les personnes âgées dont elles s'occupent, ce sont ces personnes qui ont justement de la dépendance, de la perte d'autonomie, de la solitude, etc. Donc c'est pas étonnant que les soignants soient plus exposés que les autres aux stéréotypes négatifs liés à l'âge. Nous, on a fait l'étude chez des étudiants en médecine, et oui, je l'ai supprimé tout à l'heure parce que j'avais tout, mais ça montrait à peu près la même chose que cette diapositive. Il y a pire que les stéréotypes, c'est la menace du stéréotype. Qu'est-ce que c'est que la menace du stéréotype? C'est comment, sous l'expression du stéréotype, j'ai tendance à faire en sorte qu'il se réalise. Par exemple, je prends la moitié de l'amphithéâtre d'Harvard, maths, première année. Je dis, dans cette partie de l'amphithéâtre, vous allez dans un autre amphithéâtre. Et puis là, je leur dis, vous passez des tests de maths parce que vous êtes des forts en maths. Dans la deuxième partie de l'amphithéâtre, je leur dis, vous faites des tests de maths parce que vous êtes des forts en maths, sachant que je saurais différencier les hommes des femmes sur leurs résultats. Je dis même pas dans quel sens. Eh bien, dans cette partie de l'amphithéâtre, les femmes performent moins bien que les hommes. D'accord? Et c'est donc assez troublant, d'accord? Parce que ce n'est pas le cas dans l'autre partie. D'accord?
Qu'est-ce qui se passe? La menace du stéréotype, c'est il faut qu'il y ait un domaine pertinent, il faut donc qu'il y ait un stéréotype attaché. Donc, en l'occurrence, dans celui-là, les femmes performent moins bien que les hommes en mathématiques. Il faut qu'il y ait l'appartenance au groupe, en l'occurrence, c'est bien les femmes qui performent moins bien et non pas les hommes qui performent mieux. Les hommes performent pareil dans les deux parties de l'amphithéâtre. Il faut un test, en l'occurrence le test de maths, et il faut un investissement de soi dans le domaine concerné, c'est-à-dire que si je fais le même test aux premières années de littérature d'Harvard, il n'y a aucun effet parce que tout le monde se fout d'être bon ou pas en maths. Donc, il faut qu'il y ait un investissement de soi pour que ça marche. Mais vous voyez que ça peut marcher assez bien chez nos patients âgés. Par exemple, si je les soumets à des tests cognitifs, si je dis dans la première partie, c'est des gens de 59 à 89 ans, c'est toujours le même test. Dans un premier groupe, je dis le sujet de l'étude est de voir comment les gens se différencient les uns des autres dans une série de tâches. Bon. Dans la deuxième partie, dans le deuxième groupe, je dis il est largement reconnu que les fonctions intellectuelles déclinent avec l'âge. Je ne vais quand même pas avec le dos de la petite cuillère. L'objectif est de vérifier si cela est vrai en comparant les performances de sujets jeunes et vieux. Et bien, dans ce groupe-là, les scores sont moins bons dans le groupe stéréotype négatif. Le temps de passation est plus long, le niveau d'anxiété est plus élevé. Ça va même un peu plus loin. Là, cette fois, je prends des personnes qui sont en maison de repos, qui n'ont pas de problème de santé actif, et je leur apprends à résoudre un puzzle de 10 pièces. Il y a une séance de pré-entraînement, il y a 4 séances d'entraînement de 20 minutes, avec soit pas d'examinateur, soit un examinateur qui est présent, mais qui n'a pas le droit de toucher les pièces, soit un examinateur qui est présent, mais qui peut toucher les pièces pour aider physiquement les personnes. Eh bien, rien que le fait d'aider physiquement ces personnes qui n'ont pas besoin d'aide, ça les fait diminuer en performance. Ce groupe-là baisse en performance par rapport au groupe qui n'est pas du tout examiné. D'accord ? L'enfer est pavé de mauvaises intentions, on le démontre de cette façon-là, c'est-à-dire que ces personnes qui n'ont pas besoin d'aide, eh bien, il vaut mieux pas les aider, parce que les aider, c'est les installer dans une certaine perte d'indépendance. Donc le groupe aidé physiquement décline en performance, trouve la tâche plus difficile et on a confiance en eux. Ça a beaucoup d'impact sur notre société de façon multiple et variée. J'en ai pris un exemple par la publicité. Vous connaissez sans doute une publicité qui est parue plutôt en région parisienne, mais qui a eu pas mal de succès en région parisienne pour une marque de magasin de sport, peu importe. Vous voyez quelqu'un qui est habillé en sportif et qui a un objectif sportif, en gros. Hein. Vous voyez quelqu'un d'autre qui a un objectif sportif et qui est habillé en sportif. Une troisième personne qui a à nouveau un habit sportif et un objectif sportif. Vous voyez que là, l'objectif n'est strictement pas sportif, hein, et que cette personne se différencie des précédentes par les attributs habituellement reliés à l'âge, des cheveux blancs et des quelques rides. Cette publicité est agiste au même titre que Yabon Banania était raciste. On vit aujourd'hui dans une société qui accepte qu'il y ait une publicité ouvertement agiste, sans avoir aucun problème avec ça. D'accord ? Aujourd'hui, je pense qu'il ne serait plus possible de faire Yabon Banania. J'imagine, en tout cas, j'espère, que ce serait plus possible. Eh bien, c'est possible de faire le beau à côté d'un chien. Alors, c'est aussi valable pour Facebook. Facebook, vous savez, il dit dans son règlement qu'il ne faut pas faire de discrimination sur plein de choses. Alors, il ne parle pas de l'âge, hein, il parle de pas mal de trucs. 84 groupes de discussion, 25 500 personnes, c'est que des jeunes, 74% ont un discours négatif sur les personnes en général, 27% un discours infantilisant, 37% recommandent de les bannir d'activités publiques, comme le fait de faire ses courses, par exemple. Donc ça, c'est la société dans laquelle on est en train de vivre. Donc il faut avoir conscience de ce rejet des personnes âgées. Et en face de ça, on peut avoir d'autres choses.
Les stéréotypes positifs ont toujours existé. Et ils ont toujours coexisté avec les stéréotypes négatifs. Je prends toujours cet exemple parce que je suis très très mauvais en foot. Donc je ne sais plus très bien à quelle Coupe du Monde c'était, mais c'était, pour ceux qui se connaissent, c'était encore du temps de Zizou. Et à ce moment-là, l'équipe de France commence par perdre quelques matchs. Et les commentateurs disent c'est normal, c'est l'équipe qui est la plus vieille des sélections. Et puis ils se mettent à gagner. Et puis ils ont été assez loin. C'est pas l'année où ils ont gagné. Une autre, ils ont été en finale ou en demi-finale, je ne me rappelle plus très bien. Ils ont été assez loin. Et là on a dit ah oui mais c'est normal parce que là c'est eux qui ont le plus d'expérience. Comme s'il y avait une autre façon de gagner de l'expérience. Vous pouvez tourner les choses dans n'importe quel sens, il n'y a aucun autre moyen. La seule façon de gagner de l'expérience, c'est de vieillir. On n'a aucun autre moyen que de gagner de l'expérience. Le temps qu'on passe sur Terre nous fait gagner de l'expérience. C'est obligatoire, ça va avec, c'est complètement relié. Donc cette expérience, est-ce qu'on est capable de la transmettre? Vous voyez que c'est le temps de la transmission. Il y a un certain nombre de valeurs. L'engagement aussi, on voit bien que les associations tiennent notamment par des personnes qui ont souvent plus de 50, plus de 60, voire plus de 70, voire plus de 80 ans. C'est bien ce tissu qui tient aujourd'hui notre société. Donc on n'a absolument pas les moyens de se passer de nos vieux. C'est pas le problème d'adapter la société au vieillissement, c'est le problème de reconnaître que la société n'a pas le choix que de confier une partie de son avenir aux personnes âgées, parce que cet avenir, ils l'ont déjà entre leurs mains. On a absolument besoin des vieux. C'est pas un problème de comment les aider, c'est un problème de comment on va vivre tous ensemble. Et c'est possible d'activer les stéréotypes positifs liés à l'âge. Ça a été démontré par exemple dans une petite expérience de cognitif. J'ai encore le temps ou pas? Voilà. Je le fais vite. On a fait venir des gens là, pour des tests cognitifs, et la première partie des tests cognitifs, on fait écrire à la personne une partie de sa vie. D'accord? Et bien, rien que faire ça, ça améliore les tests derrière. Vous faites deux groupes pareils, un groupe où il n'y a pas d'écriture, un groupe où il y a une écriture. Ceux qui écrivent une partie de leur vie, ils ont des meilleurs tests derrière. Ceux que vous activez, c'est juste que j'ai quelque chose à transmettre, j'ai de la valeur. D'accord? Vous l'activez parce que la personne s'en rend compte, d'accord? Et derrière, eh bien, elle a une meilleure performance cognitive. Donc c'est possible d'activer les stéréotypes positifs, et on peut s'appuyer là-dessus. Donc à retenir, dans une société agiste, attention aux messages soi-disant protecteurs. Les vieux, ils ont d'abord besoin d'être des citoyens. On a besoin de les reconnaître comme tels, c'est-à-dire pas des citoyens à protéger ou je ne sais quoi, des citoyens à part entière, avec des droits, des devoirs partout, pareil que les autres. Et on n'a pas besoin de fabriquer des fragiles, des déments, des handicapés à force de vouloir les dépister ou de les aider avant leurs besoins. Tous ces éléments de dépistage là, sont particulièrement problématiques à mon avis. Et par contre, on doit travailler à renforcer les stéréotypes positifs, à dépister les attitudes paternalistes, agistes et à les corriger. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que les vieux restent quand même en bonne santé? Parce que souvent, quand je fais cette conférence, parce que je l'ai déjà faite par le passé, et je l'ai faite souvent à l'université du temps libre, les gens qui venaient m'écouter, ils me disent « Mais oui, mais moi j'aimerais bien quand même savoir comment je fais. » La recette, vous savez, ce qui a fait vendre beaucoup de bouquins à Michel Simès. Les gens qui vous disent qu'ils ont un remède au vieillissement ont tous quelque chose à vous vendre. Est-ce qu'on peut faire quelque chose là-dessus? Il y a là aussi deux visions antagonistes. Ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure. Vous pouvez avoir la vision de la santé comme étant une absence de maladie, ou comment l'OMS l'a défini, c'est-à-dire un état de complet bien-être social, physique, mental, et je rajoute, parce que l'OMS ne l'avait pas inclus, et environnemental. Bon, bien sûr, vous comprenez que moi aussi, je m'inscris également dans une de ces deux visions, mais qu'est-ce que ça donne dans une vision absence de maladie? On va arriver à une liste à la Prévert de il faut.
D'accord? Et ce il faut, il va devenir envahissant de la vie. C'est-à-dire que, globalement, je passe ma vie à tenter de trouver quelque chose à contrer contre le vieillissement. Ou alors, on va passer du temps à s'écouter. Laisser du temps pour exprimer les préférences, les centres d'intérêt, les priorités, les fondements de l'identité. Il va bien sûr falloir apprendre à se taire. Vous comprenez à quel point c'est difficile pour moi. C'est ça qu'il faut apprendre à faire. Ça nécessite aussi des espaces pour cela, c'est-à-dire des temps dédiés à cela. Les consultations de gériatrie, on est béni pour cela, elles durent généralement 1 heure en première consultation. Et bien, ce temps-là, il faut le revendiquer parce que c'est le temps nécessaire à notre pratique. Offrir de répondre aux questions et permettre aux questions de s'exprimer et insister sur un truc important qui est le plaisir. Je n'ai pas le temps de détailler à quel point, mais le plaisir est extrêmement relié à la santé. Et il y a beaucoup de littérature et de la littérature très sérieuse sur le sujet. Le jardinage, par exemple, peut améliorer la santé. Les petits-enfants sont plus efficaces que les enfants pour l'adoption par les personnes âgées de nouvelles technologies, parce que c'est cool, ça marche mieux que ça va te faire du bien. L'activité physique liée au loisir diminue 13 cancers sur 26 dans des cohortes très sérieuses et suivies très longtemps, alors que, indépendamment d'autres facteurs de risque, alors que l'activité physique liée au travail n'a pas le même effet. Donc vous voyez que c'est bien la caractéristique liée au plaisir qu'on a qui entraîne des bienfaits. Mes conclusions, c'est la première diapositive, c'est ce que nous pensons du vieillissement, le regard que nous portons sur les vieux qui nous entourent, et ce que ça dit de notre peur définit assez bien notre santé actuelle et future. Donc on a intérêt à s'y intéresser, pour soi-même, déjà. Agir sur nos représentations, c'est possible. On peut améliorer les choses. On n'est pas, je dirais, enfermé complètement. Oui, on a une petite musique qui nous dit « vieillir est horrible ». On a aussi une petite musique qui nous dit « vieillir, c'est potentiellement super intéressant ». Et il faut activer cette musique-là, sinon on n'y arrivera pas. D'accord ? Et on peut... c'est les stéréotypes agissent, c'est les plus forts déterminants de la stigmatisation à l'heure actuelle. Ils sont très acceptés, donc on a besoin de se mobiliser contre ça. Le problème du vieillissement, c'est pas combattre un processus biologique. On n'a absolument pas besoin des biologistes en première ligne. On a besoin des politiques en première ligne. On en parlait à midi, c'est d'abord un problème politique. Mais un problème politique de société, pas un problème politique technique. On n'a pas besoin d'abord de savoir comment on va répondre, je dirais, sur un plan technique, mais d'abord comment on va répondre sur un plan sociétal. Qu'est-ce qu'on veut construire? Est-ce qu'on veut vraiment construire cette société pour tous les âges qui sera la réponse aux enjeux démographiques et épidémiologiques qui s'en vient? Donc, voici mes recommandations. Prenez du plaisir à vieillir. Il va falloir faire ça. Allez, prendre du plaisir à vieillir. Moi, j'arrive à 50 ans et je vais le dire, j'ai du plaisir à avoir passé 50 ans sur Terre. Voilà. Et prendre du plaisir à se faire du bien aussi. Pas se faire du bien parce que la faculté le dit, se faire du bien parce que ça nous fait du bien à nous. Je finis avec cette diapositive. Cette diapositive, c'est une photo de Willy Ronis, qui à 82 ans faisait son premier saut en parapente. Déjà, c'est une belle performance, 82 ans, saut en parapente. C'est une belle photo, vous êtes d'accord? Je sais pas, enfin moi je trouve que c'est une belle photo. Willy Ronis, c'est un bon photographe aussi. Et puis on regarde la photo et on se dit, tiens, il y a un truc bizarre, les deux skis, ils n'ont pas la même marque. C'est bizarre, non? Quand vous avez deux skis, habituellement, ils ont la même marque. Donc vous avez le ski de Willy Ronis et le ski de la personne qui l'accompagnait. Et je trouve que c'est une belle vision de l'intergénérationnel. Voilà, je vous laisse avec cette... Peut-être pour compléter juste ce que tu viens de dire, il y a aussi des articles qui sont parus dans
sur des clans d'enfants, d'éléphantes. Les clans où il y a une vieille maman, grand-mère, sont des clans beaucoup plus résilients, parce qu'elle est dans la transmission culturelle, elle transfère ses capacités de résilience par rapport aux clans où il n'y a pas ces vieilles mamans. Et je pense qu'il y a sûrement quelque chose à faire. Marie-Thérèse, je vous laisse enchaîner. Il n'y aura pas de problème technique parce qu'il n'y aura pas de diapo. Alors moi, je vais vous parler en tant que vieille gériatre. Parce que ça fait plus de 30 ans que je fais de la gériatrie. Et j'ai l'impression que mes débuts, c'était hier. Donc, comme quoi, côtoyer des personnes qu'on dit âgées, ça permet de vivre peut-être le temps autrement. Et j'espère que c'est une expérience qu'on pourra partager. Donc c'est vrai que moi je suis tombée dans la marmite de la gériatrie en 81. Elle est bonne cette marmite, parce que j'y suis toujours. Dans celle des soins palliatifs en 84 et dans celle de Jeanne Malve en 87. Et j'y suis toujours. Et je voulais aussi parler, en associant à mon propos, Elisabeth Delacio, qui est médecin gériatre en retraite et qui aurait souhaité être là aujourd'hui, qui malheureusement ne peut pas, et qui, je pense, partagera certaines idées, en tout cas de mon propos. Alors moi, je suis quand même rassurée. Ouf, c'est pas si horrible. Un certain nombre d'entre nous vont partir peut-être plus légers ce soir. On n'est pas finalement obligé d'avoir notre crème anti-rides tout le temps, là. Parce que c'est vrai que, voilà, on a de la pression. J'ai pas aimé au départ, pour être tout à fait franche, le titre du congrès, « Vieillir bien ». Eh oui, ça y est, on repart dans les normes, dans les procédures. Parce que si on dit vieillir bien, bon, ça veut dire qu'il faut vieillir bien. Ça veut dire aussi qu'il y en a qui vieillissent mal. Et j'avais l'impression que c'était un petit peu enfermant. Et que peut-être la question, c'est se sentir bien, c'est vivre bien, continuer son chemin, et que finalement, vieillir, c'est toujours vivre. Mais du coup, ce terme de vieillir bien m'a donné envie de vous parler des personnes que je côtoie depuis si longtemps, notamment en service de long séjour, en unité de soins de longue durée. Parce que ces personnes, quand on les voit comme ça rassemblées, oh là là, on a l'impression que vraiment elles vivent mal. Et donc j'avais envie qu'on puisse s'en approcher un petit peu plus ensemble aujourd'hui. Voilà, ces personnes que la maladie, les accidents de la vie ont cabossé, handicapées, malmenées. Les fameuses dépendantes, les catégories. C'est bien les catégories. On sépare, et vous savez bien, quand on sépare, on exclut un petit peu. Les dépendants, on l'a dit plusieurs fois, c'est finalement ceux qui nous font peur. Mais c'est un tout petit nombre. Je rappelle juste qu'il n'y a que 10% des personnes de plus de 75 ans qui vivent en institution. Ce n'est pas la majorité. Mais cette petite fraction qui vit en institution, c'est vraiment quand même celle qui nous fait le plus peur. Je crois que ce stéréotype, on l'a bien dans la tête. Non, je veux pas finir en EHPAD, plutôt mourir avant. Vieillir effectivement en EHPAD, c'est l'impression d'être séparé de la vie de tous les jours. Puis on l'a dit aussi, c'est quand même un monde étrange. Il y a que des vieux, il y en a plus de 60% qui ont des troubles cognitifs. Donc des lieux qui concentrent la grande fragilité, la vulnérabilité et finalement la mort, souvent refoulée, on sait bien qu'elle est omniprésente. Alors, est-ce que ces personnes qui sont là, elles vieillissent mal parce qu'elles sont dans cet univers? Est-ce qu'elles se sentent mal? Certaines s'adaptent et on s'aperçoit qu'elles trouvent un équilibre avec les soignants, avec les proches, un nouvel équilibre qu'elles n'imaginaient pas. D'autres, peut-être, n'y arrivent pas. Mais dans quelles conditions on leur permet effectivement de vieillir et de vivre? Je vais vous parler un petit peu plus du long séjour où je travaille.
Alors je ne sais pas s'il faut le dire, toute ressemblance avec des situations réelles n'est pas forcément fortuite. Bon. Sur Château-Gontier, c'est l'établissement où je travaille. Vous savez que certains résidents, on les appelle des résidents, ils avaient bien dit à leurs enfants, « T'entends bien, tu me promets que tu ne me mettras jamais à Saint-Joseph. » Promesses qui parfois ne peuvent pas être tenues, qui ne font qu'aggraver la culpabilité. Saint-Joseph. Ben, Saint-Joseph, c'était l'hospice au siècle dernier, tenu par des religieuses. On s'est laïcisé, c'est devenu le centre de personnes âgées, avec une partie maison de retraite et long séjour. Puis ça a été rebaptisé encore, EHPAD, unité de soins de longue durée. Mais pour beaucoup, c'est quoi Saint-Joseph? Ben, c'est le mouroir. C'est le lieu dont on ne ressort pas vivant, aussi rarement. C'est la dernière demeure, la fin des haricots, la fin de tout, le bout du bout. Les murets qui séparaient les vieux bâtiments de la ville ont été abattus il y a longtemps. Mais malgré les efforts de ceux qui y travaillent, des familles, des résidents, de ceux qui essaient d'y vivre, la séparation est toujours là. Il y a l'EHPAD, il y a l'extérieur. Tiens, il y a eu un décès. Ah, on va avoir une entrée. L'équipe qui va accueillir Madame T. C'est quoi l'entrée? C'est pas trop lourd? Elle égire combien? Elle mange seule? Parce qu'on en a déjà pas mal à faire manger. Ah, elle a des troubles du comportement, ben, elle a Alzheimer alors. La transmission à l'autre équipe. Bon, ben, on va avoir une entrée. C'est une petite dame, un problème de maintien à domicile. Elle a juste un neveu comme famille. Elle est girin et complètement Alzheimer. Le langage, on en a parlé tout à l'heure. Première séparation. Le poids des mots. On l'a dit plusieurs fois depuis hier. Pourquoi on parle de personnes âgées? Vous avez connu une personne sans âge? Peut-être une personne hors d'âge, avec la définition d'Éric Fiat, ça c'est intéressant, parce qu'elle a tous les âges. Jusqu'à présent, je pensais qu'il y avait qu'Ariel Dombal qui était hors d'âge. Alors, on a parlé aussi de personnes âgées dépendantes. Dépendantes. Bon, les personnes handicapées ont besoin d'aide, les vieux, ils sont dépendants. Et moi, ce qui m'interroge, c'est que finalement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus on ajoute des qualificatifs à la personne, et plus on lui enlève quelque chose. Vous dites personne âgée, bon, personne âgée dépendante, c'est un peu plus lourd, comme on dit, hein. Et vous dites personne âgée dépendante, démente, là, ça s'aggrave nettement. Puis vous savez, tous les D dans la tête, hein, les stéréotypes, dépendance, démence, dégradation, déchéance, vous voyez, ça rime, tout ça. Vous avez aussi personnes âgées grabataires. Ah oui, ils sont grabataires. C'est quoi un grabat? Bon. Puis, bon, des petites choses en passant, je ne peux pas m'empêcher. Vous avez remarqué, même s'ils sont très amaigris, très dénutris, ils sont lourds et à charge, mais tout en restant petits. Hein. Une petite dame qui va rentrer. Petit, pour des petits soins, des petites toilettes. Mais finalement, j'ai l'impression des fois qu'on en enlève tellement avec nos mots que le pire, c'est de finir par confondre la personne avec sa perte de capacité, elle est GIR2, avec sa maladie, elle est Alzheimer. On a des mots confusionnants. On ne fait plus ça pour d'autres situations. Si, quand on lit certains romans, vous voyez, au XIXe siècle, on disait « il est tuberculeux ». C'était pas terrible. Au XXe siècle, on a dit « il est sidérin ». Ça faisait peur tout ça, c'était contagieux. La vieillesse, c'est pourtant pas contagieux. Pourtant, on confond. On confond, puis on veut quand même faire mieux, alors voilà. On a une entrée, on va faire son projet de vie. Au fait, elle a un contrat d'obsèques. Nous voilà en long séjour.
Donc le long séjour rassemble des personnes qui ont un état de santé fragile, je pense que certains d'entre vous connaissent. Ils ont à plus de 80% des troubles cognitifs, ils ont plein de maladies, cumulent les problèmes, ils ont besoin à la fois d'aide et de surveillance médicale constante. Le taux de décès annuel, 40%. J'ai pu le constater. J'étais partie 18 mois de l'unité de long séjour dont j'étais référente, où il y avait 26 personnes. Au bout de 18 mois, 18 étaient décédés. Donc il y a là des personnes qui ont de lourdes séquelles d'accidents vasculaires cérébraux, des personnes qui sont atteintes de maladies neurodégénératives évoluées de toutes sortes, vraiment de toutes sortes. Pas que les démences d'Alzheimer, Parkinson évoluées, les scléroses en plaques, etc. Des personnes qui ont des maladies cancéreuses évoluées ne restent plus en soins de suite, elles ont de la pression en soins de suite. Elles ont des insuffisances cardiaques dites terminales. Le cardio dit, écoutez, là, vous vous débrouillez, parce que là, moi, je ne peux plus rien. Des artérites sévères. C'est ceux que la médecine a sauvés un temps. Bon, elle n'y arrive plus, mais ils sont là. Trop lourds pour le domicile, trop lourds pour l'EHPAD, ils n'arrêtent pas d'aller à l'hôpital. Ces personnes-là, est-ce qu'elles sont en fin de vie? Ah, ben oui et non, disent les soignants. Certaines ont déjà failli mourir plusieurs fois, mais elles ont survécu, parfois contre toute attente, et elles ont repris leur vie. Oh, c'est petit, c'est fragile, mais elle est là quand même. Certains sont morts sans qu'on s'y attende. Ah ben ça nous a fait tout drôle, il n'était pas plus mal, il avait bien mangé la veille au soir. Mais c'est pas forcément plus simple quand la mort est attendue. Il y a quelques années, on a employé une expression, je ne sais pas si vous la connaissez, le long mourir, pour parler de l'aggravation progressive, irréversible de l'état de santé de certains et le long parcours d'accompagnement pour les proches, les soignants. Le long mourir. L'autre, est-il encore vivant? Qu'est-il encore pour nous? Le long séjour, est-ce que ce serait une espèce de no man's land entre vivant et mort? Il serait plus vivant, mais pas tout à fait mort. La réunion avec l'équipe mobile de soins palliatifs. On ne sait pas trop de qui parler. On a eu des décès qui sont bien passés. Il y en a qui sont bien fatigués. Mais en fait, on ne sait pas trop qui est en soins palliatifs. Et c'est vrai, Charles-Henri Rapin nous l'avait bien montré, en gériatrie, les soins palliatifs, ils sont continus, curatifs et palliatifs tout à la fois. La bénévole Jeanne-Magne. Y a-t-il des personnes à accompagner dans le service? Il n'y en a pas qui sont toutes fin de vie. Ils sont fatigués, mais c'est un peu tout le monde ici. Je ne sais pas trop. Ah, si, peut-être Madame G, là. Elle a perdu son mari il y a quelques mois. Elle n'a aucune visite. On la trouve triste quand même. Mais elle est perdue dans sa tête. Un autre bénévole, Jeanne Magne. C'est parfois compliqué, en long séjour. Moi, je vais voir 4-5 personnes. C'est important pour moi, puis je pense que c'est important pour elle. Le psychologue du groupe de parole, il me dit que c'est trop. Et moi, je ne sais pas comment lui dire, c'est pas pareil, les accompagnements ici, qu'en soins suite, en soins palliatifs. C'est des accompagnements, mais ça ne me fait pas pareil. Et puis, quand on les laissait, il y a un lien qui s'est tissé. On ne peut pas les abandonner. Alors, on dit quand même un petit bonjour. Et puis, on est interpellé par les autres aussi. On sent des besoins. On ne peut pas accompagner tout le monde. Puis il y a les familles aussi, bien en difficulté. Jusqu'à la mort, accompagner la vie. Comment décliner ça en long séjour? Je vous invite à venir encore un peu plus près dans le quotidien d'unité. Il est 9h. Monsieur P. Il est recroquevillé dans son lit en position fétale. La parole, le toucher, déclenche des tremblements, des mouvements non contrôlés. Il ne peut dire aucun mot. S'il se sent en danger,
il se rétracte encore plus, il tremble, il s'agrippe. Et la toilette peut devenir alors très compliquée. Tout l'art du soignant est de ne pas aller en force, mais de faire en sorte que par la relation établie, il soit moins crispé, moins défensif. Chambre à côté, Madame G, totalement immobile, apathique. Elle ne sait plus faire les gestes quotidiens. Pour la toilette, les soignants, ils la tournent, la retournent, d'un côté, de l'autre. Elle paraît absente, loin d'elle-même. Certains la voient triste. Et puis à côté, et là, il y a Joël. C'est un jeune handicapé, avec arriération mentale. Il s'exprime que par des grognements. Il peut bouger les mains, il cherche à attraper les bras des soignants. Il est taquin. Mais quand il rit, qu'est-ce que ça fait du bien? Eh oh! Eh oh! C'est monsieur S qui appelle. Tu peux aller voir, il risque de tomber s'il essaie de sortir du lit tout seul. Madame B sonne encore. On vient pourtant juste de la mettre sur le montauban. Eh oh! Eh oh! T'as mis la contention au fauteuil pour Madame R? Parce qu'il faut se méfier, hein. Des fois elle glisse. Eh oh! Eh oh! Tu y vas? Zut, le pansement est défait. Tu peux appeler l'infirmière en passant, parce qu'après, il faut qu'on s'occupe de Monsieur T. Il est trempé. Tiens, ça c'est Madame B. C'est plus fort que d'habitude. Tu peux aller voir. Quand elle fait ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La matinée s'avance. Les soignants courent. Les résidents, patients, personnes, ils sont rassemblés à la salle à manger. Ils attendent. Elle est faite, Madame P, ça a été? Elle m'a pincé hier. Je viens de ses bleus. Oh non, viens m'aider. Hein. Madame C a voulu aller aux toilettes toute seule, elle en a mis partout. Parcours du soignant en long séjour. Parcours à risque. Temps contraint. Et plus le temps s'avance, plus les tâches à faire risquent de prendre le pas sur le soin à la personne. Beaucoup de personnes à aider. Corps abîmé, intimité exposée malgré soi. Parer au risque de chute, répondre à l'appel, prendre soin de l'apparence de la personne, pour qu'elle reste humaine, disent certains. Ça demande beaucoup de délicatesse, d'astuce, de respect inconditionnel, pour répondre aux besoins des uns et des autres dans un temps compté. C'est un travail complexe, et pourtant on l'a vu, souvent dévalorisé, mal reconnu. Tu bosses en gériatrie? T'aurais pas préféré t'occuper d'enfants? Moi, en tout cas, je suis en chir, hein. C'est super intéressant. Hein. On n'a pas beaucoup de retours, disent les soignants. Pourtant, ça nous aide. Quand la personne nous fait juste un petit sourire après la toilette, on se dit qu'on a bien fait notre travail. Les familles, certaines, ça va, hein, elles comprennent. Mais d'autres, elles voient toujours ce qui va pas. L'autre jour, on l'avait bien installée, leur maman. On la laisse, et quand ils arrivent, elle s'est penchée dans le fauteuil, elle a rigorité, son pull est taché, et ça y est, il nous tombe dessus. Les bénévoles. T'accompagnes en EHPAD? Ouais. Moi, j'accompagne en unité de soins palliatifs. Hein. C'est dur, mais tu sais, c'est vraiment enrichissant, j'apprends beaucoup. Long séjour, lieu à haut risque. Pas évident d'être considéré comme personne à part entière. Ça, c'est une phrase qu'on dit souvent. Hein. Malgré les troubles et les pertes des capacités, c'est pas toujours évident pour les soignants. Et je ne reviendrai pas sur leur manque de formation, le manque de remplacement et tout ça. C'est pas toujours évident pour les familles. Hein. L'épouse de Monsieur S. Il n'y est plus, que voulez-vous? Il ne peut plus rien faire. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Il faut tout lui faire, c'est pire qu'un enfant. Hein. Pas évident d'être considéré comme sujet, pouvant avoir une parole, même si elle est perturbée, et décider encore. C'est pas évident pour les soignants, mais c'est pas évident pour les familles. La fille de Monsieur B. Cette opération, il s'agit d'une intervention sur l'estomac pour un cancer de l'estomac débutant.
Bon, cette opération, on se demande quand même si c'est bien nécessaire. Hein. Il se rend compte de rien, de toute façon, il ne se plaint pas. Ça ne sert à rien de lui demander son avis, il n'est pas capable de vous répondre. On va voir ça en famille, entre frères et sœurs. On a quand même demandé au monsieur, et entre des mots malhabiles, il nous a dit « il faut faire ce qu'il faut ». C'était une belle réponse. Et le risque, si la parole n'est pas entendue, eh ben, c'est de sombrer, de lâcher, se résigner à être un objet de soin et se désorienter davantage. Ou bien s'opposer, s'enfermer, et là, ça ne sera pas plus simple. C'est pas évident d'être considéré comme gardant toute sa dignité et son humanité, malgré les faiblesses du corps. Et là, on a le poids du regard de l'autre. Un soignant. C'est quand même dur, la toilette de Madame P. Ben, j'ose à peine le dire, mais elle me fait peur. Elle est grande, costaud, elle cherche toujours à nous attraper. Elle pince fort, ça fait mal. Et des fois, si on passe à côté de sa bouche, elle mord et ne lâche pas. Je ne devrais pas dire ça, mais j'ai l'impression d'une bête fauve. Une famille. C'est plus ma mère dans cet état, elle est méconnaissable. Hein. Ma mère, elle était toujours soignée, élégante, coquette. Vous voyez la photo? Ben, ma mère, c'est ça. C'est pas celle qui est dans le lit. Pas évident de garder sa place dans la famille. Oh, bon, de toute façon, on ne lui a pas dit qu'il y avait le baptême de l'arrière-petit-fils. De toute façon, il ne va pas pouvoir venir, puis il l'aura oublié tout de suite. Ça ne sert à rien. Pas évident d'être considéré comme vivant et désirant, malgré cette extrême fragilité. Mais certains y arrivent. Vous savez, ça fait la 3e fois qu'on nous annonce qu'elle va mourir. Alors nous, on s'est dit qu'elle passera peut-être le cap. Elle a de la ressource, notre maman. On verra bien. Tant qu'elle est là, elle est là. Un soignant. On l'a emmené au marché. Mais c'est incroyable comme il était. Il disait bonjour. Il souriait et regardait. Oh, c'était plus le même. Hein. Continuer à regarder l'autre comme vivant. Madame V, qui parle de son mari. Je continue à venir le voir tous les jours. Je ne peux pas m'en empêcher. Je ne veux pas l'abandonner. Mes amis ne comprennent pas. Alors ils ne viennent plus me voir. Ils me disent « Tu t'épuises, pense à toi, il ne se rend plus compte de rien. » Mais moi, quand j'arrive, il a ce regard. Ça ne dure pas, mais je sens qu'il est là, qu'il se passe quelque chose. Mais les autres ne comprennent pas. Les soignants, les familles, finalement, partagent cette difficulté à expliquer, à faire comprendre ce qui les motive, ce qui est essentiel. Le fil ténu qui relie à l'autre et permet d'exister ensemble, au milieu de toute cette souffrance. Le long séjour, lieu à haut risque, mais lieu où on se confronte à l'essentiel de la vie. Quelle place pour Jeanne Mal? À l'intérieur de ces institutions, on n'y arrivera pas tout seul. Pour ne pas exclure un peu plus, abandonner ces personnes si vulnérables, ça demande une mobilisation générale. Des soignants, des familles, des décideurs, des élus, de nous tous aussi. Il y a urgence à faire rentrer la société dans ces institutions, qu'elle soit traversée par le mouvement, la vie ordinaire, reliée à l'extérieur. Il y a besoin d'air, de rire, de légèreté, de sortir, de voir des jeunes, de voir du monde, du passage, d'entendre du bruit. Qu'allons-nous inventer? Nous, Jeanne Mal, mais avec d'autres aussi. De quoi a-t-on besoin pour se sentir vivant? Je crois qu'on a besoin d'abord d'être entendu, écouté. Et ça, à Jeanne Mal, on le sait bien. Je pensais à la chanson de Jacques Brel. On n'écoute même plus ce que ces pauvres mains racontent. Être dans un échange, même curieux. Accepter de déambuler dans le temps au fil des mots de l'autre. On l'a bien vu ce matin. Madame T. compte.
Au départ, elle ne se trompait pas, hein. Elle récitait toutes ces tables de multiplication. Mais depuis quelques semaines, elle se trompe. Plus personne ne la reprend. 6 x 9, 72. 7 x 9, 54. Elle compte et elle se berce. Personne ne lui répond. Depuis quelques jours, elle grince des dents. Son mari ne vient plus la voir, ça le rend trop triste. Ils n'ont pas d'enfant. Elle n'a aucune visite. Elle n'a personne pour accompagner sa litanie. Qui l'écoute? Se sentir vivant, c'est aussi être rejoint là où on est, car parfois, on ne peut plus rejoindre l'autre. J'ai eu l'occasion de rencontrer Sylvia, qui a une maladie démentielle avancée, des yeux bleus, et je la vois assise, son regard dans le vague. Vous avez l'air bien pensive ce matin. J'ai l'impression que vous êtes dans la lune. Je lui dis ça, c'est très médical. Hein. Elle me répond, oui, je suis dans la lune. Qu'est-ce que vous répondez à ça, là, les bénévoles formés? Je lui dis, et ça fait longtemps? Oh oui. Et vous pouvez en redescendre? Non, c'est trop tard. Troisième idée pour se sentir vivant, être regardé normalement et se sentir un peu comme tout le monde. Pouvoir faire des choses ordinaires, parler de tout et de rien, de choses banales quand on peut parler. Ne pas connaître le détail des pathologies, c'est une chance pour le bénévole. Il y a moins de risque d'enfermer l'autre dans ses incapacités. Quatrième idée pour se sentir vivant, être touché et pas seulement lavé, et pouvoir toucher un autre, ne serait-ce que serrer la main. Cinquième idée, sentir qu'on a une place, se sentir un peu utile à quelque chose. Et là, il faut chercher. On voudrait toujours, les soignants, les familles, les bénévoles, tout donner. On l'a dit aussi ce matin. C'est tellement important pour ces personnes de donner, de transmettre, de se sentir utile. Il faut qu'on travaille la réciprocité. Sixième idée, peut-être pour certains, se sentir citoyen. On l'a dit aussi tout à l'heure. Alors là, je ne vous dis pas le travail aussi auprès des élus. J'avais eu l'occasion de rencontrer un des maires de la ville. Je lui ai dit, mais vous avez reconstruit une EHPAD? Quel lien vous avez pensé avec la ville, avec le réseau de Tulle, enfin tout ça? Il m'a dit, c'est l'EHPAD. Je dis, oui, mais c'est des citoyens, c'était des électeurs. Ah ben non, moi je pensais que c'était l'hôpital, qu'on n'était pas concerné. Il y a du boulot. Septième idée, se sentir reconnu. Ça, vous le savez bien aussi, même quand on doute, même quand on ne se reconnaît plus et qu'on ne trouve plus de sens à sa vie, quand la maladie est venue rompre le fil de son histoire. Vous avez entendu ça bien des fois. Je ne me reconnais pas, clouée au fauteuil. Moi qui aidais les autres, moi qui étais si active, c'est plus moi. Le reconnaître. Mais aussi reconnaître l'autre quand la maladie démentielle a brouillé les pistes et révélé des aspects tellement différents qu'on ne pouvait pas imaginer avant. Et aider l'autre à se reconnaître différent, se découvrir. Huitième idée, sentir qu'un autre a envie de choses pour nous, a envie d'être avec nous, envie de partager un repas, une promenade, un film à la télé, un moment, la lecture d'un livre. Neuvième idée, pour se sentir vivant, pour pouvoir dire non et qu'il en soit tenu compte. Et vous savez le vaste sujet que ça représente. Je vous raconte juste cette phrase d'un monsieur entendu il y a 25 ans qui m'a beaucoup marqué. Il avait ce qu'on appelle une démence vasculaire. Il s'adresse à un soignant en lui disant, parce que le soignant parlait de lui en parlant d'huile, justement. Il était là. Vous n'avez pas le droit de me parler comme ça. Dans ma tête, il y a des trous. Il y a des choses qui ne vont pas, mais il y a des choses qui vont. Et je ne suis pas fou. Et dixième idée,
sentir qu'on compte pour quelqu'un, se sentir exister pour quelqu'un. Et là aussi, c'est un témoignage ancien que j'avais eu déjà l'occasion de vous faire à Vichy, mais je ne résiste pas. Madame Rose. Je n'ai pas osé les appeler par leur prénom parce que je trouvais que ça faisait maison close. Mais bon, là, elle avait un tellement beau prénom. Au détour de la visite, comme vous le voyez, mes visites sont toujours très médicales. Docteur, est-ce que je suis morte ou vivante ? Bah, pour moi, vous êtes là, je suis là, on se parle, je suis vivante. Bah oui, vous êtes vivante. Mais pourquoi vous me demandez ça ? J'ai jamais de visite, je vois personne, alors je me demande si je suis morte ou vivante. Est-ce qu'on existe quand on n'existe pour personne ? Pour vivre, pour se sentir vivant, on a besoin de se sentir exister pour un autre. Alors en conclusion, Jeanne Mal dans tout ça, les deux pieds de Jeanne Mal. Je pense que vous voyez bien sûr le pied accompagnement, mais à quel point il est nécessaire de l'ajuster. Une présence vivante, légère, qui aide l'autre à se sentir vivant. Et par rapport à ça, on a peut-être aussi des mots à revisiter, des types de présence à inventer. Le deuxième pied, le pied dans la société. Je crois qu'avec tout ce que nous a dit M. Somme, on voit bien le travail qu'on a. Faire évoluer les conditions de vie et de soins dans ces établissements et à domicile. Car, il faut le dire très fort, c'est jamais les personnes qui ne sont pas dignes, mais c'est les conditions dans lesquelles elles vivent qui parfois sont indignes. Mais il y a peut-être autre chose à inventer. Peut-être que ce deuxième pied dans la société, il faudrait le rapprocher de l'institution. Sauter dans l'institution, peut-être les deux pieds dedans, je dirais. Voilà, trouver un pied plus proche, peut-être en partenariat avec d'autres. Qu'est-ce qu'on fait pour que l'institution soit vivante ? Est-ce qu'on va participer au CVS ? Est-ce qu'on va animer des groupes d'échange, de soutien de famille ? Quel partenariat on va inventer pour qu'il y ait de la vie, pour que l'établissement ne soit pas enclavé ? Je voulais vous dire deux phrases de ma collègue Elisabeth. La vulnérabilité nous confronte à notre responsabilité, ça c'est sûr. Elle disait aussi, il s'agit de réactiver la vie au plus fort de la fragilité. Et pour conclure tout à fait, moi je voulais vous dire la joie et le plaisir que j'ai eu pendant plus de 30 ans, que j'ai toujours, à travailler en long séjour. Pour moi, ça a été un vrai apprentissage. Ces années m'ont construite. Ils m'ont appris un autre rapport au temps, la lenteur, apprécier le temps suspendu de la rencontre, apprécier l'épaisseur du temps avec tout le passé qui se mélange au présent, apprécier le mouvement du temps, ce recommencement. Bonjour docteur, ça va ? Toutes les demi-heures. La même nouveauté, la même surprise. Tout est possible. Le temps de l'instant. Ils m'ont appris à vagabonder dans le temps, à me désorienter avec eux dans leurs pensées, en les suivant et en essayant de revenir au présent quand même. Ils m'ont appris l'importance de l'incertitude. C'est l'incertitude qui permet de rester ouvert et qui permet les possibles. Ils m'ont appris l'importance du non-verbal, parce que là, on ne peut pas tricher. Ça passe de ressenti à ressenti, on ne peut pas faire semblant. Ils m'ont appris à découvrir d'autres valeurs, sortir du rationnel, de la logique, de l'efficacité. Finalement, ils m'ont appris à me confronter à l'essentiel et ils m'ont fait aussi découvrir un petit peu plus ce que j'étais. Et je voulais vous quitter sur une dernière phrase qui m'avait frappée il y a quelques années. Alors ça fait toujours un peu pompeux quand on dit des phrases comme ça. C'est Gaston Bachelard qui l'a dit. Le moi s'éveille par la grâce du toi. Ben, cet éveil, j'espère qu'on pourra tous le partager dans nos rencontres, en EHPAD, dans nos séjours ou ailleurs, au titre de Jeanne Mal. Merci.
Merci Marie-Thérèse sur ces pistes très opérationnelles qui partent de l'expression des personnes que vous accompagnez et ce que ça vous touche en tant que personne. Alors, nous avons 2 questions, remarques, et il faudra que nous enchaînions après pour la dernière table ronde. Alors, qui est-ce qui veut prendre la parole? Levez bien vite la main, s'il y a quelqu'un. Madame qui est là. Et la deuxième, elle me montre sa main déjà. Sylviane, Jeanne Besançon. Oui, moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'entendre parler des bénévoles d'accompagnement en soins palliatifs et des bénévoles en EHPAD. Parce que quand on parle avec nos accompagnants, on a souvent une dichotomie entre ces 2 formes de l'accompagnement. Et d'ailleurs, on le voit, puisque au niveau du recrutement, on a des difficultés de recrutement, on n'est pas les seuls, je pense. Et nos jeunes, nos formés, très souvent veulent aller en soins palliatifs, et on comprend, c'est quelque chose ils sont venus à Jalmage pour cela, et nous on essaye de les orienter vers les EHPAD, où on a beaucoup plus de besoins, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Il faut bien aussi tenir compte de leur envie, de leur positionnement, etc. Donc je ne sais pas comment faire pour rendre plus unis ces 2 formes d'accompagnement qui sont très différents, mais qui quand même, je trouve, moi, sont fondamentalement les mêmes. Mais on a souvent un discours là-dessus qui « oh non, c'est pas pareil ». Et tout à l'heure, ça m'a frappé, comme elle a dit, mais moi, je fais du soin palliatif, c'est très... j'apprends beaucoup. Je pense qu'on apprend aussi beaucoup en EHPAD. Merci. Ça montre qu'au niveau de la fédération, dans vos échanges que vous aurez après les tables rondes, vous avez du grain à moudre et la machère à travailler ensemble. Alors il y avait une personne qui avait levé la main et après j'enchaîne. Non, c'est bon. Je vais être directif. Nous allons maintenant avoir juste un petit interlude. Il y a quelqu'un qui... Ah, il y a les dessins.
sénateur. C'est quand même terrible, on voit pas cet homme. Alors je rappelle qu'il n'y a pas de pause, on a juste un petit peu un interlude, parce qu'après, vous allez enchaîner sur vos temps statutaires au niveau de la fédération. Oui, mais on veut la tête des sénateurs. On veut la tête des sénateurs. On veut en entier. Il n'y a pas de droit. C'est que...